En début de chapitre, je vous avais indiqué qu'il existait de nombreuses méthodes pour générer des idées. L'objectif de ces méthodes est de trouver un moyen d'obtenir des bonnes réponses en se posant les bonnes questions. Je vous ai présenté l'approche quoi, pour qui, comment, mais vous pouvez utiliser d'autres méthodes et choisir celle qui vous convient. Je vous propose par exemple d'écouter Jean-Patrick Péché, designer reconnu, qui va vous parler des grands principes du design thinking. Le design thinking, dans ses grandes lignes, c'est une démarche de management des projets à tendance d'innovation, ou en tout cas avec une volonté d'innover, et qui est une démarche qui est issue des démarches du design industriel notamment, voilà, qui vient donc d'une longue filiation de les évolutions de la pratique des métiers du design. L'intérêt d'une démarche de design thinking, elle est d'essayer de dépasser les modèles existants pour aller vers des modèles d'innovation. Voilà. Et comment on s'y prend? En élargissant finalement une pratique du projet comme le font les designers, en intégrant les données d'identité, c'est-à-dire de forme, mais qui sont le résultat en fait, de la prise en compte des usages et des techniques, d'élargir les champs pour avoir en fait des hypothèses de travail assez diversifiées, larges et plutôt riches, quoi. Alors évidemment, ça ne sert pas à grand chose de mettre en place une démarche de design thinking si on a juste à répondre à un cahier des charges. Ça sert strictement à rien, ça serait vraiment du temps et de l'argent perdu pour rien. En revanche, une entreprise qui est capable de définir une question d'ordre stratégique, une question élargie, à partir de laquelle on va pouvoir construire une démarche de design thinking, et bien là, effectivement, on en voit vraiment l'intérêt et on en voit l'aspect pragmatique à travers certaines expériences qui ont déjà pu être menées, notamment aux États-Unis. Pour donner quelques exemples concrets, on peut aller voir les travaux des différents laboratoires de design thinking de l'université de Stanford, par exemple, qui répondent à des demandes d'organisations gouvernementales ou paragouvernementales, voire des gouvernements eux-mêmes, avec des questions assez ouvertes du genre comment dans notre pays, alors soit en voie de développement, soit développé, on va pouvoir remettre à plat l'enseignement dans les écoles d'infirmières par exemple, ou comment dans l'État de New York on va restructurer le secteur des écoles primaires. Donc voilà, et il se trouve que par cette approche de design thinking, c'est-à-dire prenant en compte des aspects à la fois humains, techniques et de management, on arrive effectivement à trouver des réponses nouvelles qui peuvent être considérées comme décalées par rapport à l'existant, mais qui fonctionnellement ont fait leur preuve. Alors, si on parle du comment, on va parler maintenant un petit peu d'organisation du projet. On va effectivement partir de quelque chose de très large. Si on part de quelque chose de très large, ça veut dire qu'il y a un aspect recherche préalable qui est fait par rapport à la question élargie posée. Quand au sein du programme IDEA, on a posé à nos étudiants la question de l'usage urbain de l'eau dans la ville, sans donner d'autres précisions, sinon des différents niveaux de lecture de cette question, c'est sûr qu'on ne donne pas de cahier des charges. Voilà. Mais ça permet effectivement d'élargir les champs et d'élargir les axes de recherche. Donc on a une phase préliminaire de recherche pure par rapport à la question posée. On appelle ça une phase de veille. De cette phase de veille, donc on en fait une synthèse, intervient ensuite l'exploration, ou plutôt l'exploitation de ce travail de veille, qui nous permettra de construire les hypothèses de travail. On pourrait dire que ce sont presque des prémices de cahier des charges. Alors les réponses, elles peuvent être dans des champs inattendus, n'est-ce pas? Je vais rappeler que l'innovation, c'est l'acceptation de l'inattendu, du fortuit, de ce qui est non prévu. Ça peut être du côté de l'organisation, ça peut être du côté des services, ça peut être du côté d'un design produit pur et dur, peu importe. Donc on est loin des préconçus, effectivement. Et il faut donc s'attendre à des diversités de réponses. Après cette première phase de création des hypothèses, on va donc les tester, ces hypothèses, et là intervient une phase qu'on peut qualifier d'itérative avec des utilisateurs présumés ou avec des réseaux d'acteurs envisagés, etc. Où là donc, sur des premières modélisations, qui peuvent être des scénarios d'usage, qui peuvent être des démonstrateurs physiques ou pas. On va effectivement échanger avec les gens pour enrichir, pour re-questionner ces hypothèses-là et donc les développer. Donc on arrive à la fin de cette phase à des notions d'avant-projet
pour comparer à d'autres types de projets, on arrivera à cette notion-là, où là, ça a été testé, ça a été développé, ça a été modifié, et à partir de cette phase-là, on va pouvoir enfin arriver à une phase de définition de projet, de développement classique du projet, c'est-à-dire on va développer finement tous les aspects de finalisation, de formalisation du projet. Que ce soit sur le plan de la forme, et encore une fois, la forme n'est pas quelque chose de léger, puisque la forme, c'est un langage, c'est qui va permettre aux gens de comprendre en fait l'objet que je pose devant eux, y compris des services, y compris des organisations. Les modes d'usage, donc parfaitement définis jusqu'à l'ergonomie, c'est-à-dire ce qui est l'aspect un peu fin de l'usage, c'est-à-dire l'adaptation à la physiologie, à nos dimensions humaines, puis à nos modes cognitifs aussi, de pensée et d'usage, et puis à la prise en compte évidemment des modes de production et du respect des coûts de fabrication par exemple ou de développement. Voilà. Donc là, les aspects économiques effectivement n'interviennent pas dans un premier stade, dans un projet de design thinking, ils interviennent une fois qu'on a validé certaines hypothèses. Ce qu'on fait dire à certains, et à juste titre, qu'effectivement, les design thinkers, ils ne s'embêtent pas, ils vont considérer l'économique finalement vers la fin du projet. Ce qui est vrai, mais ce qui n'empêche pas au projet de se développer et de voir le jour. Simplement, on est obligé de faire comme ça, parce que si on part effectivement de ce qui serait finalement un cahier des charges d'objectifs économiques à atteindre, on voit qu'effectivement, on a déjà restreint le choix des possibles. Donc j'insiste bien là-dessus. Une démarche de design thinking n'a d'intérêt que dans un cadre stratégique élargi et sur une question un peu de fond et d'avenir pour l'entreprise. Quand je parle d'entreprise, je parle aussi d'organisation sociale, je parle aussi d'organisation gouvernementale. Alors en ce qui concerne l'apport du design thinking dans les projets d'entrepreneuriat dits sociaux, ça marche très très bien, voilà, pour résumer, pour être très simple. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans notre cas de figure actuel, nous sommes dans le cas de Ticket for Change, les projets portent principalement sur l'entrepreneuriat dit social. Je rappelle que pour le moment, les preuves des différents laboratoires de design thinking de Stanford, c'est plutôt dans ces domaines-là que la preuve a été apportée. Et là, j'arrive aujourd'hui sur des hypothèses de travail déjà un peu formulées. Alors, on pourrait se demander, mais le design thinking, une fois qu'on a dit que c'était efficace pour élargir un champ de la pensée et éviter de dire que ce n'est pas très efficace quand on répond à un cahier des charges, présentement, dans le cadre actuel, c'est intéressant puisque ça peut réouvrir en fait le champ des possibles. Voilà, ça permet aussi de re-questionner en profondeur le projet. Le risque, c'est évidemment d'arriver à un niveau de re-questionnement un petit peu compliqué à dépasser. Mais si on arrive à ce niveau de questionnement un peu compliqué, ça veut dire qu'il y a des choses qui n'ont pas été faites et que du coup, on met le doigt sur quelque chose de fragilisant sur le projet. Ce que j'ai découvert notamment ce matin, c'est que les hypothèses de travail sont pour la plupart très intéressantes. Mais si on avait commencé par une démarche de design thinking, on aurait par exemple, par les sciences humaines et sociales, par l'histoire, l'anthropologie, voire la philosophie pour certains projets, on aurait pu en fait définir en fait le ciment du projet dès le départ. C'est-à-dire qu'on en aurait pu en définir en une phrase ou deux la substantifique moelle. Voilà. C'est-à-dire que en fait, quel est ce projet? Pourquoi je le fais? En fait, moi en tant qu'être humain dans ce contexte social, et souvent on en fait l'impasse. On ne le dit pas, on ne le décrit pas. Ça veut dire que si on ne le décrit pas, on court le risque, en fait, dans un projet qui est un projet d'équipe, et il n'y a pas de projet, je pense, innovant, et surtout dans ces domaines-là d'économie sociale et solidaire, et dans une approche design thinking sans qu'il y ait une équipe, avec toutes ces différences et toutes ces cultures différentes, c'est ça qui est intéressant. Donc ça ne marcherait pas si, effectivement, on n'était pas d'accord sur le fond. Voilà. Donc en fait, c'est juste cette description du fond qui a peut-être un petit peu manqué, mais qui en fait, grâce à la réactivité des équipes que j'ai pu voir ce matin, se reconstruit. Donc en fait, ce questionnement du design thinking qui se fait finalement après la construction des hypothèses a permis de faire ça, c'est-à-dire de prendre le pas de recul nécessaire pour finalement consolider le projet par cet aspect pierre angulaire, c'est-à-dire en fait, mon projet c'est ça, je sais le définir en une phrase et je le définis socialement, économiquement, et je sais pourquoi je le fais. Donc à partir de là, le reste découle.